À la WWE, être étiqueté comme un mid-carder peut rapidement devenir une étiquette difficile à enlever. Des superstars comme Dolph Ziggler ou Ricochet en sont des exemples récents. Malgré leur immense talent, ils sont partis dans d'autres fédérations pour prouver leur véritable potentiel. Mais briser cette barrière pour atteindre le statut de main eventer est une prouesse rare, réservée à quelques élus capables de transcender les attentes. Et parmi ces exceptions se trouve Kofi Kingston. Avec un mélange unique d'athlétisme, de charisme et de résilience, il a su marquer l'histoire et prouver qu'il méritait sa place parmi les plus grands. Mais ce chemin vers le sommet n'a pas été simple. Alors comment Kofi Kingston a-t-il réussi à transformer sa carrière et à devenir une légende du ring? C'est ce que nous allons découvrir en retraçant son incroyable parcours. Kofi Nahage Sarkodie Mensah est né le 14 août 1981 à Kumasi dans la région Ashanti au Ghana. Ses parents, Kwasi et Elizabeth, l'ont élevé avec ses frères et sœurs dans leur pays natal avant que la famille n'émigre aux États-Unis où elle s'installe finalement à Boston. C'est à Boston que Kofi découvre sa passion pour le catch. Enfant, il passe de nombreuses heures à regarder la WWE et à idolâtrer Shawn Michaels. Très tôt, il sait ce qu'il veut devenir, et après avoir obtenu son diplôme du Boston College en 2005, il commence son entraînement de catcheur. En 2006, Kofi est prêt à faire ses débuts sur le ring. Il commence chez Chaotic Wrestling, affrontant Evan Six dans un match qu'il perd, mais qui lui donne un premier aperçu de ce qu'est un véritable combat. Après ça, il continuera de travailler dur pour se faire un nom et se produit dans des promotions comme la NWA New England, Millennium Wrestling Federation, New England Championship Wrestling et Eastern Wrestling Alliance avant de finalement attirer l'attention de la WWE en septembre de la même année. La WWE signe Kofi sous contrat de développement et l'envoie dans les territoires de la Deep South Wrestling et l'Ohio Valley Wrestling pour peaufiner ses compétences télévisuelles. Il fait rapidement ses débuts sous le nom de Kofi Nahage Kingston et s'améliore semaine après semaine en affrontant des talents comme MVP et en faisant équipe avec Harry Smith. Reconnaissant son potentiel, la WWE lui offre une première exposition sur le roster principal en 2007 où il participe à une série de dark matchs avant les épisodes de Raw. Il retourne ensuite à la Florida Championship Wrestling où il raccourcit son nom pour devenir Kofi Kingston et peaufine son personnage pour le reste de l'année. En décembre 2007, des vignettes promotionnelles commencent à être diffusées à l'ECW, annonçant l'arrivée prochaine d'une nouvelle superstar. Kofi est présenté comme le tout premier catcheur jamaïcain de la compagnie, avec un accent jamaïcain et détenu aux couleurs de ce pays. Bien sûr, Kofi n'avait aucun lien avec la Jamaïque, mais il marquait tout de même l'histoire en devenant le premier catcheur né en Afrique assigné à la WWE. Il fait ses débuts officiels sur le ring de l'ECW le 22 janvier 2008, battant un catcheur local nommé David Owen. De là, il continue d'impressionner dans une série de matchs, obtenant même une chance de briller sur une grande scène. Et une très grande scène effectivement, car c'était lors du pré-show de WrestleMania 24 le 30 mars 2008. Cette nuit-là, Kofi participe à une Battle Royale pour devenir le challenger numéro 1 au titre mondial de l'ECW. Bien qu'il ne remporte pas le match, lutter devant une foule aussi massive le motive à poursuivre son ascension vers les deux grands rosters de la WWE. Kofi passe le reste du printemps 2008 à livrer des matchs mémorables contre Shelton Benjamin, attirant l'attention de Vince McMahon. Et cela porte ses fruits lorsqu'il est transféré à Raw le 25 juin 2008. Kofi fait alors des débuts retentissants dans ce nouveau roster en battant Chris Jericho lors du pay-per-view Night of Champions le 29 juin 2008 pour remporter le titre intercontinental. Cela marquerait le début d'une longue histoire d'amour entre Kofi et les ceintures de mid-card, car Kingston passerait une grande partie de la décennie suivante à les gagner, les perdre puis les regagner. Malheureusement, il ne grimpera jamais plus haut dans la hiérarchie que cela. Cela dit, à ce stade précoce de sa carrière, c'était une grande réussite pour lui de remporter un titre, quel qu'il soit, et il le défendit avec fierté dans les semaines suivantes avant de finalement le perdre face à Santino Marella à SummerSlam cette année-là. Après ça, il forma une alliance avec le champion du monde poids lourd, CM Punk, après lui être venu en aide lors d'une attaque de Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr. Cela ne marque pas seulement un partenariat à l'écran entre les deux, mais aussi une amitié hors écran, car ils deviennent compagnons de voyage au cours des années suivantes. Et grâce à leur alchimie évidente, ils travailleraient assez bien ensemble pour remporter les titres par équipe lors de l'épisode de Raw du 27 octobre. Ils les défendirent avec succès pendant les mois suivants, tandis que la cote de popularité de Kingston continua à grimper. Cela le mena finalement à décrocher une place dans le Money in the Bank Ladder Match de WrestleMania 25 où il eut l'occasion de briller sur la carte principale pour la première fois. Et même si ce fut son partenaire Punk qui remporta le match, Kofi était sur le point de passer à de meilleures choses peu de temps après, car lors de l'épisode de Raw du 1er juin 2009, il parvient à battre MVP pour devenir champion des États-Unis pour la première fois. Ce règne fut encore plus réussi que son précédent en tant que champion intercontinental, puisqu'il conserva la ceinture pendant 126 jours, la défendant contre des adversaires comme Matt Hardy, William Regal, Carlito et Jack Swagger, avant de finalement la perdre face aux Miz en octobre. Certains espéraient à l'époque que cela suffirait à propulser Kingston au niveau supérieur et à l'amener dans la course au main event, mais cela ne se produisit pas à ce moment-là car il resta une présence de milieu de carte. Cependant, il apporta quelques changements à son personnage, abandonnant l'accent jamaïcain et commençant à être présenté comme venant de son véritable pays d'origine, le Ghana.
Peu de temps après, il entama un bref programme avec Randy Orton qui les vit chacun devenir le dernier membre survivant de leur équipe respective au Survivor Series 2009, s'affrontant ensuite en 1 contre 1, Kofi réussissant à neutraliser la vipère dans une grande victoire surprise. Il sembla même pendant un court instant que cela pourrait être le ticket de Kingston pour le main event. Lors de l'édition de Raw du 16 novembre, il participa à un excellent street fight contre Orton où il lui porta notamment un boom drop mémorable à travers une table sous les acclamations du public. Malheureusement, tout élan qui aurait pu découler de cela fut rapidement étouffé lorsqu'un botch lors d'un match triple menace impliquant Cena, Orton et lui-même en janvier 2011 fit qu'Orton, notoirement rancunier à l'époque, la place stupide sur le ring puis se plaignit à la direction. Et cela suffit pour qu'une victoire supposée de Kofi au Money in the Bank de WrestleMania de cette année-là soit annulée. C'était une énorme déception, mais Kofi continua malgré tout, passant à SmackDown le 26 avril de cette année-là. Là-bas, il remporta un tournoi pour couronner un nouveau champion intercontinental. Il aura ensuite une rivalité avec Drew McIntyre pour ce titre, le battant lors des événements Over the Limit du 23 mai et Fatal 4-Way du 20 juin, avant de finalement perdre la ceinture à nouveau face à Dolph Ziggler lors de l'épisode du 6 août de SmackDown. Malgré ce revers professionnel, la vie personnelle de Kofi prospéra cette année-là, puisqu'il épousa sa partenaire de longue date, Corey Kemfield. Ensemble, ils ont eu 2 fils, Kai et Orion, et sont toujours mariés à ce jour. Sur le ring, cependant, sa carrière a connu un creux pendant un certain temps. Il a échoué à reconquérir le titre intercontinental lors de TLC le 13 décembre. Mais les choses ont pris une tournure positive le 7 janvier 2011 lors d'un épisode de SmackDown où Kofi a réussi à battre Dolph Ziggler pour remporter le titre intercontinental pour la 3e fois. Après cette victoire, il a continué à évoluer sur le show bleu sans grand éclat jusqu'au 26 avril, date à laquelle il a été transféré à Raw lors du draft annuel. Une fois arrivé à Raw, Kofi Kingston s'est rapidement réaffirmé comme le roi de la mid-card en remportant le titre des États-Unis pour la 2e fois lors d'un match table contre Sheamus à Extreme Rules le 1er mai. Bien sûr, comme beaucoup de ses précédents règnes, celui-ci fut de courte durée et il le perdit au profit de Dolph Ziggler d'ici juin. Toutefois, cela ne l'a pas freiné et au contraire, il s'est associé à Evan Bourne formant le duo aérien Airboom. Ensemble, ils ont remporté les titres par équipe le 22 août et ont défendu leurs titres contre des équipes telles que The Awesome Truth, David Otunga et Michael McElligady, Dolph Ziggler et Jack Swagger, ainsi que Primo et Epico, gardant les titres jusqu'à la nouvelle année. Leur perte de titre semble en réalité due à une violation de la politique de bien-être car Bourne a été suspendu après avoir échoué un test antidopage, ce qui a mis fin à leur règne. De retour en solo, Kofi a participé au Royal Rumble 2012 où bien qu'il n'ait pas gagné, il a marqué un moment mémorable en sauvant sa peau de l'élimination en marchant sur ses mains, montant les échelons du ring sans que ses pieds ne touchent le sol. Ce moment est devenu l'une des traditions les plus attendues du Royal Rumble. Chaque année, les fans attendant de voir quel exploit physique il allait réaliser pour éviter l'élimination. Il s'est également fait connaître pour ses performances comiques qui ont contribué à renforcer sa popularité auprès du public plus jeune. En parallèle, il a continué à être une présence constante sur Raw, que ce soit en compétition solo ou en équipe avec R-Truth. Ensemble, ils ont remporté les titres par équipe en 2012 et les ont conservés pendant 5 mois. Mais rapidement, Kofi a retrouvé sa carrière en solo, gagnant le titre intercontinental pour la 4e fois en battant le Miz, et il s'est ensuite lancé dans une rivalité avec Wade Barrett jusqu'à la fin de l'année. Après ça, avec tous ses succès durant l'année passée, Kofi a une nouvelle fois essayé de se hisser à un niveau de main event. Mais la compagnie n'en avait que faire et au lieu de cela, il a remporté un autre titre de la mid-card, celui des États-Unis le 15 avril 2014 pour le perdre le mois suivant face à Dean Ambrose. En effet, il semblait que, excepté son bref moment de rivalité avec Randy Orton, c'était le cycle éternel pour Kofi, gagner et perdre des titres de la mid-card sans jamais obtenir de réelle progression vers le sommet de la carte. Pourtant, il n'était pas question de manque de talent pour atteindre le sommet de la carte, mais il semblait que pour une raison ou une autre, Vince McMahon ne semblait pas considérer qu'il avait ce qu'il fallait pour être une grande star. L'hypothèse générale à l'époque était que la carrière du futur champion de la WWE continuerait sur cette même trajectoire, et cela s'est effectivement déroulé ainsi jusqu'à l'été 2014. À ce moment-là, une nouvelle ère s'est levée, marquant l'arrivée d'une opportunité inédite. En 2014, Kofi Kingston a été associé à Big E et Xavier Woods pour former le New Day, une faction initialement prévue pour être une version moderne de la Nation of Domination. Cependant, le concept a été réécrit pour en faire un trio de babyface chaleureux et positifs, tout sourire. Malheureusement, auprès du public de la WWE, cette approche a rapidement échoué. Leur optimisme perçu comme forcé et leurs promos mal écrites ont suscité un rejet à travers tout le pays, alors qu'ils affrontaient des équipes comme les frères Rhodes et les Usos dans les mois suivants. En avril 2015, il semblait que leur gimmick était voué à l'échec. Mais tout a changé lorsque le groupe a effectué un heel turn lors d'un épisode de Raw, capitalisant sur la haine du public et devenant instantanément bien plus divertissant. Peu après, les fans ont commencé à les acclamer, réalisant ainsi l'objectif initial de la WWE. Le New Day est rapidement devenu l'un des actes les plus populaires et les meilleurs vendeurs de produits dérivés de la compagnie. Ce qui les rendait encore plus précieux, c'était leur capacité à attirer un jeune public grâce à leur pitrerie colorée et leurs nombreuses références à la pop culture.
Leur popularité a également été renforcée par leurs activités extérieures, notamment avec la chaîne YouTube de Xavier Woods Up Up Down Down, où les trois amis apparaissaient régulièrement pour jouer à des jeux vidéo, captivant ainsi la génération Z. Ces influences de jeux vidéo se retrouvaient aussi dans leurs matchs, notamment à WrestleMania 32, où ils sont entrés sur le ring habillés en personnage de Final Fantasy, avec Xavier jouant la musique de bataille de la série à la trompette. Et une fois que la magie a opéré, le New Day a explosé en popularité. Contrairement à la plupart des équipes de la compagnie, le trio reste uni en quelque sorte, encore aujourd'hui. Un fait presque inédit dans l'histoire des factions. Mais leur succès ne s'est pas limité à leur popularité, ils ont également accumulé les victoires. Ils ont remporté leur premier titre en battant Tyson Kidd et Cesaro lors du pay-per-view Payback en mai 2017. Ils ont ensuite défendu leur ceinture sous la règle du Freebird, affrontant et battant presque toutes les équipes du roster. À l'automne de la même année, ils ont une rivalité marquante avec les Dudley Boys de retour à la WWE qu'ils ont vaincus avant de passer à d'autres adversaires. Les Usos, les Lucha Dragons et les Primetime Players ont tous succombé à la domination du New Day. Leur succès a également permis de lancer une nouvelle céréale, Booty Hoos, qui s'est vendue comme des petits pains sur le site de la WWE. En 2016, malgré leur domination, ils ont été envoyés à Raw lors du draft. C'est là qu'ils sont devenus les champions par équipe ayant la plus longue durée de règne de l'histoire de la WWE avec un record de 483 jours. Ce règne historique a pris fin en décembre 2016 lors du pay-per-view Roadblock End of the Line où ils ont perdu face à The Bar. Malgré cette défaite, leur statut de légende de la division par équipe était déjà établi et leur popularité ne s'est pas démentie, titre ou non. Malheureusement, la dynamique du groupe a été temporairement stoppée le 10 avril 2017, lorsque Kofi Kingston a dû s'absenter pour une opération à la cheville après une blessure. Le lendemain, le trio fut transféré à SmackDown lors du draft, mais ils ne participèrent pas immédiatement à des matchs en attendant le rétablissement de Kofi Kingston. À la place, ils devinrent des figures régulières de l'émission Talking Smack où leur charisme naturel et leur alchimie brillèrent sans l'influence des scénaristes de la WWE. Ainsi, lorsque le groupe retourna finalement sur le ring lors de l'épisode du 30 mai de SmackDown, les fans étaient impatients de les voir conquérir à nouveau la division. Et c'est exactement ce qu'ils firent en entamant une rivalité désormais légendaire avec les Usos. Une série de matchs qui compta parmi les meilleurs combats par équipe que la WWE ait vu depuis des années. Ensemble, les deux équipes redonnèrent vie à une division souvent négligée. Le point culminant de cette rivalité fut leur excellent Hell in a Cell match lors du pay-per-view éponyme d'octobre, le tout premier match par équipe dans cette structure emblématique. Ce soir-là, Kofi Kingston ne participa pas directement au combat, prenant le rôle d'observateur aux abords du ring, mais il resta un acteur clé dans leurs affrontements contre les Usos au fil des mois, rappelant aux fans à quel point il était un performeur talentueux et sous-estimé. C'est pourquoi ce qui suivit fut si magique. Mais avant d'en arriver là, Kofi et le reste du New Day continuèrent de dominer la division par équipe, remportant les titres de SmackDown à 3 reprises. Plus tard, Kingston obtient une nouvelle fois son moment tant attendu au Royal Rumble 2019, avant de recevoir une opportunité en or. Une blessure de Mustafa Ali laissait une place vacante dans le match Elimination Chamber du mois suivant. Kofi, spécialiste du match par équipe, eut la chance de le remplacer. Sa performance exceptionnelle ce soir-là, combinée à une prestation remarquable lors d'un Gauntlet match sur SmackDown quelques semaines plus tôt, alluma une étincelle parmi les fans. Rapidement, une vague de soutien inonda la WWE, surnommée la Kofi Mania. Les spectateurs, ravis de voir un homme qu'ils suivaient depuis si longtemps, enfin sous les projecteurs, refusèrent de laisser passer ce moment. Une sorte de pétition collective prit forme, les fans exigeant que la compagnie offre à Kofi un match à WrestleMania contre le champion de la WWE, Daniel Bryan, l'homme qu'il avait battu dans l'Elimination Chamber. Dans un superbe clin d'œil au passé, cette situation rappelait presque à l'identique celle que Bryan avait vécue 5 ans plus tôt avec le Yes Movement. Mais cette fois, Bryan jouait le rôle du méchant, épaulé par Vince McMahon. Ensemble, ils prirent un malin plaisir à rabaisser Kofi dans les semaines suivantes, affirmant qu'il n'était pas assez bon pour le main event et qu'il n'était qu'un B-player, incapable de prétendre au titre mondial lors du plus grand show de l'année. Bien sûr, Kofi surmonta chaque obstacle placé sur sa route, souvent grâce au soutien de ses coéquipiers du New Day, jusqu'à finalement gagner sa chance d'affronter Bryan à WrestleMania 35. Cette nuit-là, 2 moments historiques eurent lieu. D'un côté, Becky Lynch concluait son ascension fulgurante en remportant le tout premier main event féminin de WrestleMania. De l'autre, la Kofi Mania culminait dans un match incroyable entre Kingston et Bryan, une véritable masterclass de narration émotionnelle. Les deux hommes entraînèrent les spectateurs dans un voyage dramatique avant de les faire exploser de joie lorsque Kofi réussit à battre Bryan après 23 minutes et 45 secondes. L'émotion brute était palpable non seulement sur le visage des fans, mais aussi sur ceux des membres du New Day. Xavier Woods en particulier ne put retenir ses larmes en portant son ami sur ses épaules. Kofi venait d'entrer dans l'histoire en devenant le tout premier champion de la WWE né en Afrique. Cela restera peut-être le dernier véritable moment de pur bonheur que la WWE nous ait offert à ce jour avant évidemment la victoire de Cody Rhodes à WrestleMania 40. Et à partir de là, désormais au sommet en tant que nouveau champion, Kofi Kingston s'attela à prouver qu'il avait toujours eu ce qu'il fallait en défendant son titre face à une variété d'adversaires dont Kevin Owens, Dolph Ziggler, Samoa Joe et Randy Orton. Ce dernier dont il a eu l'occasion de se venger, lui aussi en l'appelant stupide.
Malheureusement, ce règne s'acheva de manière décevante lorsqu'il fut battu par Brock Lesnar en seulement 8 secondes lors de l'épisode de SmackDown du 4 octobre. Cette défaite expéditive fit chuter son élan, d'autant plus qu'il fut immédiatement écrit pour ignorer cette perte sans jamais montrer la moindre intention de récupérer le titre. Cette décision, largement attribuée à Vince McMahon, reflétait la conviction présumée du patron que, tout comme Rey Mysterio des années auparavant, Kingston n'était pas un main eventer à long terme. Dès lors, l'ex-champion fut rétrogradé à la mid-card, retournant l'action en équipe avec le New Day. Bien sûr, Kofi continua de briller dans ce rôle, mais ce n'était plus la même chose que d'être dans la course au titre de la compagnie et les fans le remarquèrent. Cependant, leur frustration resta vaine car Kingston demeura cantonné à sa position, donnant le meilleur de lui-même dans un rôle secondaire. Malgré tout, le groupe remportera de nouveau les titres par équipe lors de l'épisode de SmackDown du 8 novembre. À la suite de cela, le New Day a connu une transformation importante avec la séparation de Big E lors du draft de 2020. Bien que cette scission ait brisé une partie de leur dynamique, les membres restants Xavier Woods et Kofi Kingston ont continué à se produire ensemble lors des pay-per-view, prouvant que leur lien restait intact. Woods et Kofi ont su redéfinir leur parcours en remportant à plusieurs reprises les titres par équipe de SmackDown et de Raw. Pendant ce temps, Big E a gagné une immense popularité auprès des fans. Vince McMahon a décidé de le pousser d'abord en le couronnant champion intercontinental pendant l'ère de la pandémie, puis en lui offrant la mallette Money in the Bank lors du retour du public. Big E a ensuite choisi d'encaisser sa mallette sur Bobby Lashley épuisé, devenant ainsi le deuxième membre du New Day à remporter le titre de champion de la WWE. Néanmoins, une malédiction semble s'être abattue sur l'équipe, car ce même homme, Brock Lesnar, mettra fin au règne de Big E de manière injuste selon moi. Mais revenons à Kofi Kingston, car après avoir dominé la division par équipe pendant près de 10 ans, le New Day a choisi un chemin différent. Plutôt que de se séparer, ils se tournent vers du sang neuf, cherchant à rester pertinents et à compléter leur palmarès en décrochant le titre de champion par équipe de NXT. Xavier Woods et Kofi se lancent dans cette nouvelle aventure et le 10 décembre à NXT Deadline, ils battent Pretty Deadly pour remporter les titres pour la première fois de leur carrière. Cependant, leur règne ne dura que 66 jours avant de se faire éliminer par Gallus lors de NXT Vengeance Day. Peu après, Kofi et Xavier sont transférés à Raw, et Big E, victime d'une fracture au cou lors d'un match à SmackDown, doit mettre fin prématurément à sa carrière. Puis, pendant l'année suivante, le New Day ne tournera pas autour des titres de champion par équipe, mais restera une présence massive dans le roster. Peu après, des dissensions commencent à apparaître au fil des semaines entre le duo et laissent présager une rupture définitive pour le New Day, avec un Xavier Woods penchant du côté des heels favorable aux arguments apportés par Karrion Kross. Mais l'histoire prend une nouvelle tournure en décembre 2024 lorsqu'une célébration est organisée pour le règne historique du New Day. Big E fait alors son retour, mais un heel turn survient de nulle part. Kofi et Woods excluent Big E du groupe, optant pour une association en duo. Ce changement choquant prouve que Triple H a un plan pour le New Day et que le groupe reste pertinent dans l'évolution du catch. En ce moment même, Kofi et Woods poursuivent leur chemin, prenant position contre le public et créant ainsi une dynamique intéressante qui leur donne une nouvelle pertinence. J'ai hâte de voir où cela les mènera, surtout avec Xavier Woods qui mérite amplement d'atteindre le sommet, comme il l'a montré lors de ses performances récentes, autant dans le ring qu'au micro où il excelle. En définitive, Kofi Kingston a non seulement prouvé qu'il mérite amplement sa place au Hall of Fame, mais il incarne également l'une des figures les plus respectées et aimées de l'histoire de la WWE. Son talent indéniable, son charisme et son amitié avec ses partenaires en font une véritable légende du catch. Et qui pourra oublier le moment magique de WrestleMania, ce moment qu'il a amplement mérité. C'est là tout le pouvoir de la positivité, persévérer, inspirer et marquer l'histoire de manière inoubliable. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, c'est très important. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre histoire, c'était Vince encore une fois, merci à tous.